Donc, je vous propose corriger de l'exercice 3 du chapitre 11. Donc, le but, ça va être de représenter les forces qui s'exercent à l'échelle du noyau atomique, à savoir force gravitationnelle et force électrique. Et on va s'appuyer sur un noyau d'hélium 3D. Donc, voici les consignes. Je vous laisse sortir un vote poli pour avoir les consignes sous les yeux pendant cette explication. La première question qu'on vous demande, c'est de faire l'inventaire des forces qui s'exercent entre les particules de ce noyau. Donc pour ça, j'ai fait un tableau. Noyau d'hélium avec 2 ici en numéro atomique et 3 en nombre de masse. Ça veut dire que c'est un noyau qui contient 2 protons et un neutron, d'accord? Donc proton 1, proton 2, neutron. Et pour trouver toutes les interactions qu'il peut y avoir là-dedans, j'ai fait bêtement un tableau pour pas en oublier. J'ai mis les acteurs ici, donc comme acteur possible, on a le proton 1, le proton 2, le neutron, et receveur, proton 1, proton 2, neutron. Et à chaque fois, chacune de ces particules peut exercer une force électrique et une force gravitationnelle sur une autre. Et évidemment, le proton 1 sur le proton 1, il ne peut pas y avoir d'interaction, donc toutes les diagonales sont grisées. Ce qui fait qu'à chaque fois, pour chaque case, j'ai deux forces, une force gravitationnelle, ici par exemple exercée par le proton 1 sur le proton 2, et puis la force électrique exercée par le proton 1 sur le proton 2, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour inventorier toutes les forces. Évidemment, il y a des forces qui sont nulles, il y a des forces qui n'existent pas, puisque le neutron n'étant pas chargé, il ne peut pas être impliqué dans les forces électriques. Donc dans la colonne où le neutron est acteur, j'ai supprimé toutes les forces électriques qui concernent le neutron, et puis dans la ligne où le neutron est receveur, j'ai supprimé toutes les forces électriques qui concernent le neutron. Ensuite, la dernière chose qu'on peut remarquer, c'est que toutes les forces gravitationnelles au niveau des valeurs, elles sont égales. Okay, parce que je vais considérer que les distances entre toutes les particules qui sont là, elles sont identiques. Okay, et puis ce qu'on sait, c'est que la masse d'un proton, c'est environ la même chose que la masse d'un neutron. Donc ça sera les mêmes valeurs de force gravitationnelle. Et pour les forces électriques, c'est la même chose. Donc on n'a pas de force électrique avec les neutrons. Et les protons ayant la même charge, leurs forces électriques seront identiques. On vous demande les ordres de grandeur. Donc les ordres de grandeur, c'est-à-dire en prenant les puissances de 10 les plus proches pour faire les calculs. Ça permet de s'affranchir de la calculatrice. Donc typiquement, l'ordre de grandeur de la constante des gravitations universelle, il faut que je trouve la puissance de 10 la plus proche. Donc il faut juste faire attention à comment j'arrondis ce 6,67. Donc pour arrondir, on a deux choix en puissance de 10. Donc soit on arrondit à 1, lorsqu'on a un nombre là devant qui est plus petit que 5, soit si ce nombre devant est plus grand que 5, on arrondit à 10. Donc dans ce cas-là, j'arrondis à 10 fois 10 puissance 11, ce qui me revient à ajouter une valeur à la puissance ici, à l'exposant ici, donc 10 puissance moins 10. J'ai pas mis l'unité pour que ce soit un peu plus léger au niveau de l'écriture. Pareil pour la constante de Coulomb, donc 10, parce que 9 j'arrondis à 10, fois 10 puissance 9, ça fait 10 puissance 10. Pour la masse d'un nucléon, 1,7 on arrondit à 1, donc 1 fois 10 puissance moins 27, 10 puissance moins 27. Et puis pour la valeur de la charge élémentaire, ça va faire 1 fois 10 puissance moins 19, donc toujours 10 puissance moins 19. Ce qui fait que si ici, donc la force gravitationnelle qui s'exerce entre deux particules du noyau, ça va être la constante de gravitation universelle, fois la masse d'une particule, fois la masse de la deuxième particule. Toutes les particules ont la même masse, c'est pour ça que j'ai écrit masse d'un nucléon au carré. Et puis je considère que la distance entre les particules est identique, donc toutes les forces sont identiques, donc divisé par la distance au carré. Ce qui nous fait 10 moins 10 en ordre de grandeur, fois 10 puissance moins 27 au carré, divisé par 10 puissance moins 15 au carré. Et là j'en ai profité pour rappeler les formules sur les puissances à connaître. Donc 10 puissance A, le tout exposant B, ça fait 10 puissance A fois B. Ce qui veut dire que le 10 puissance moins 27 devient 10 puissance moins 54, 10 puissance moins 27 au carré, pardon, et le 10 puissance moins 15 au carré devient 10 puissance moins 30. Deuxième règle sur les puissances, lorsqu'on a une fraction, 10 puissance A sur 10 puissance B, ça va être 10 puissance A moins B, donc on va faire 10 puissance moins 54 moins 30, ça fait 10 puissance moins 24. Et enfin, dernière règle, lorsqu'on a un produit, donc 10 puissance A fois 10 puissance B, ça fait 10 puissance A plus B, donc moins 10 plus moins 24, ça fait bien 10 puissance moins 34, et vu que je calcule une force, on ressort bien des newtons. Le même principe pour la force électrique, d'accord, donc c'est les mêmes charges, deux protons ont la même charge, donc K fois E carré sur la distance au carré.
On met avec les ordres de grandeur, on applique exactement les mêmes règles de calcul, hein. Donc moins 19 fois 2, moins 38, moins 15 fois 2, moins 30. Ensuite, on fait 10, moins 38, moins 30. D'accord? Ce qui nous fait 10 puissance 2 newton. Et ensuite, on va vous demander de les tracer les forces qui prédominent. Donc déjà, il faut identifier les forces qui prédominent. Bah là, on est de l'ordre de la grandeur de la centaine de newtons. Et là, le 10 puissance moins 34 newtons. On a même du mal à se rendre compte de ce que ça fait, ça. Donc pour comparer ces deux forces, hein, pour comparer deux nombres qui sont pas du tout dans le même ordre de grandeur, en physique, il faut toujours faire le rapport. Donc je fais toujours le plus grand sur le plus petit, donc force électrique sur force gravitationnelle. Donc 10 puissance 2 sur 10 puissance moins 34. Je réutilise cette règle-là. Je trouve 10 puissance 36. Autrement dit, la force électrique est 10 puissance 36 fois plus grande que la force gravitationnelle. On ne comprend pas bien ce que ça veut dire, ça en français, il faut juste se rendre compte que 36 c'est 9 fois 4. Donc autrement dit, la force électrique est, en ordre de grandeur, 1 milliard de milliards de milliards de milliards de fois plus grande que la force gravitationnelle. Donc la force gravitationnelle est complètement négligeable à l'échelle du noyau. Donc, comment faire ensuite pour représenter ces forces? Donc déjà, il nous faut une échelle, hein. On a trouvé une force électrique qui était de l'ordre de 10 puissance 2 newtons. Donc 1 cm correspond à 10 puissance 2 newtons. On fait au plus simple. Ce qui fait qu'il va falloir faire des vecteurs de 1 cm de long. Déjà, le point d'application, ça va être au centre des protons, okay, pour ces forces électriques. Hop, centre de gravité, centre d'inertie qui est situé au centre du proton. La droite d'action, la direction, donc la droite qui relie les deux centres. Ce sont des forces qui sont répulsives puisque deux charges positives se repoussent. Donc voici la force qu'exerce le proton 2 sur le proton 1. Et voici la force qu'exerce le proton 1 sur le proton 2. On vous demande ensuite pourquoi est-ce que pour expliquer la cohésion du noyau, on est obligé de faire intervenir une nouvelle interaction qu'on appelle l'interaction forte. On voit que les interactions qui prédominent dans un noyau atomique, ce sont des interactions répulsives. Pourtant, les noyaux, ils ne sont pas en train de se désintégrer en permanence. Ça veut dire qu'il y a une autre interaction qui va prédominer, qui va l'emporter sur cette interaction électrique. Et cette interaction, c'est l'interaction forte. Justifie l'affirmation suivante. Il n'y a pas de noyau naturel plus gros que le noyau d'uranium 92U238. Ah ouais, parce que l'interaction forte, on a dit qu'elle pouvait compenser les interactions répulsives à l'intérieur du noyau. Mais plus vous mettez de protons, bah, plus ces interactions répulsives, elles vont être importantes. Et à bout d'un moment, l'interaction forte, elle n'arrive plus à jouer son rôle de compenser ces répulsions. Ce qui fait que si vous prenez un diagramme qui représente le nombre de protons en fonction, le nombre de neutrons pardon, en fonction du nombre de protons, et ben il arrive un moment où on n'a plus d'éléments stables, d'accord? Ce qui est stable, c'est en noir. Ok. Donc pour être stable, il faut suivre cette vallée noire. Et pour les noyaux qui sont trop gros, bah, ils ont trop de protons. L'interaction forte n'arrive plus à assurer la stabilité des noyaux. On voit que la plupart de ces noyaux qui sont trop gros sont des noyaux radioactifs de type alpha, c'est-à-dire qui vont libérer un noyau d'hélium, donc qui vont libérer deux protons, deux neutrons, pour se débarrasser de cet excédent de protons qui les rend stables.